Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Les tractations se poursuivent au Caire où un projet de deuxième trêve entre le Hamas et Israël est sur la table. Il s'agirait, selon plusieurs médias israéliens, d'une pause de 6 semaines qui commencerait au moment du Ramadan, prévu le 10 mars prochain. Une trêve donc dans les frappes et les combats dans la bande de Gaza en échange de la libération d'otages détenus par le Hamas et de celle aussi de prisonniers palestiniens. Qu'est-ce qui, selon vous, là on a l'impression de s'approcher de plus en plus d'une trêve. Il y a Joe Biden qui a encore pris la parole ce mardi en se disant optimiste. Qu'est-ce qui, selon vous, peut faire pencher la balance cette fois-ci pour aboutir à une nouvelle trêve? Je crois que c'est une fois encore la position des Américains. C'est-à-dire que si les Américains et Joe Biden sont vraiment décidés à obtenir cette trêve, ils l'obtiendront. Car il est clair qu'au sein du cabinet de guerre, et en particulier avec Benjamin Netanyahou, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'on va aller au bout de cette guerre qui n'a aucune issue et qui, comme je le dis à chaque fois, est une impasse stratégique. Mais je pense que Netanyahou est enfermé dans cette obsession d'aller jusqu'au bout, car il sait bien que si les choses s'arrêtent, et en particulier s'il y a une trêve qui se prolongerait au-delà des 6 semaines que vous venez d'évoquer, il aurait évidemment de multiples comptes à rendre à la société israélienne, aux partis politiques. Bref, il serait en très grande difficulté. Il est probable à ce moment-là qu'il y aurait des contradictions politiques qui éclateraient au sein du cabinet de guerre et probablement peut-être au sein de la coalition. Donc il y a un enjeu interne qui est important. Et donc je pense vraiment que, comme on l'a dit depuis le début, c'est les Américains qui détiennent la décision, car il ne faut pas oublier que les Américains fournissent des armements en quantité importante à Israël. Il suffirait qu'ils décident de ralentir ou de stopper pour que la pression soit plus forte. Et puis il faut ajouter aussi que cette pression, elle vient des États-Unis, mais elle vient aussi de beaucoup d'autres endroits dans le monde, les Européens qui n'ont pas beaucoup de poids. Mais tout de même, dans cette affaire, ça commence à jouer. Donc moi, je suis assez optimiste. Mais pour autant, il ne faut pas négliger l'obsession de Netanyahou de vouloir continuer à tout prix, quoi. Et justement, vous commenciez à l'évoquer, depuis le début des opérations menées à Gaza, le premier ministre israélien, n'est pas que critiqué à l'international, il est aussi, en Israël, accusé, par exemple, de ne pas avoir anticipé les attaques, du 7 octobre, accusé aussi de ne pas en faire assez pour libérer les otages détenus par le Hamas. Il a aussi, pas mal de casseroles judiciaires, accusé de corruption, d'abus de confiance et de fraude. Est-ce que, on peut imaginer qu'avec, cette trêve de 6 semaines, il peut quand même se maintenir au pouvoir? Vous savez, on est dans une situation très singulière, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toutes les contradictions et les critiques que vous évoquez, mais en même temps, le pays est en guerre. Et donc, il est difficile d'imaginer une crise politique, mais tout va dépendre de la nature de cette trêve et de sa durée. Mais si cette trêve, d'abord, il faut qu'elle ait lieu, ce qui n'est pas encore gagné, on en est loin, pouvait déboucher sur une longue période qui conduirait finalement à un cessez-le-feu, à ce moment-là, il est incontestable que Netanyahou serait en très grande difficulté. Les sondages actuels montrent à quel point il a littéralement dévissé en termes de popularité. S'il y avait des élections, ce qui, d'après certains Israéliens, devrait intervenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le parti du Likoud aujourd'hui perdrait au moins la moitié des sièges qu'il a aujourd'hui. Et par conséquent, il est clair que à un moment ou à un autre, il y aura une crise politique, elle est latente, elle existe, et pour qu'elle éclate, il faut sans doute que les conditions changent, ou évoluent en tout cas. Mais on ira forcément vers une situation de cette nature en Israël même. Mais une fois encore, on n'est pas encore là. La question est de savoir si cette trêve d'abord va avoir lieu. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Netanyahou tient à aller jusqu'au bout. Il parle même d'un plan qui permettrait, et c'est absurde, mais il le dit quand même, d'évacuer une bonne partie du million de civils qui sont aujourd'hui entassés à Rafah. Et donc, il est encore sur cette ligne-là, consistant à tout faire pour lancer cette offensive terrestre dont il parle depuis des semaines et des semaines. Donc, ce n'est pas encore gagné. Mais si cette trêve finalement l'emportait, et la question du 10 mars et du Ramadan est importante, effectivement, on peut penser qu'il y aura à ce moment-là des évolutions importantes. Autrement dit, une première décision en entraînerait d'autres. Et qu'est-ce que si la guerre, s'arrêtait demain, qu'est-ce que Benyamin Netanyahou risquerait? Il risquerait tout simplement de perdre le pouvoir, d'abord, et ensuite, s'il y avait des élections anticipées, s'il perd le pouvoir, ça veut dire que la coalition éclate. Là aussi, c'est pas gagné, mais c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, il y a forcément des élections. Et dans le cadre des élections, il perd le pouvoir. D'abord parce que la coalition aurait perdu, et ensuite parce que son propre parti, aujourd'hui en tout cas, vous savez, il
faut jamais anticiper trop vite des résultats électoraux, mais aujourd'hui, il a perdu la moitié au moins de le Likoud de ses sièges. Quant à Netanyahou, toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il est vraiment critiqué de partout et pour des raisons différentes. Celles que vous avez évoquées sur les affaires judiciaires, sur le fait qu'il n'a pas anticipé le 7 octobre, etc. Sur le fait qu'il n'a pas de stratégie dans cette guerre, et ça se dit aussi beaucoup en Israël. Donc beaucoup tablent sur d'autres personnages, en particulier sur Benny Gantz et sur le général Isenkov. Donc il y a une relève possible, donc des enjeux de pouvoir majeurs qui se poseraient dès que la guerre s'arrête d'une manière ou d'une autre. Et pendant ce temps-là aussi, les mobilisations, anti-guerre en Israël, prennent de l'ampleur. Encore, ce samedi dernier, hein, il y a eu plusieurs manifestations qui ont d'ailleurs été, réprimées par la force, hein, par les autorités israéliennes. Qu'est-ce que ça raconte, de la société israélienne, à plus de 4 mois et demi de guerre? Je crois que c'est une société d'abord qui a été complètement traumatisée par le 7 octobre, toute sensibilité confondue évidemment. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'une société traumatisée n'a plus de vision de l'autre. La souffrance des Palestiniens ne peut compter en rien parce qu'il y a ce traumatisme. Et puis, de manière plus précise encore, il y a évidemment la question des otages. Et donc, même si sur ce point il y a des divisions, car certains estiment qu'il faut d'abord gagner la guerre, mais d'autres au contraire pensent qu'il faut libérer les otages. Et donc, ça fait que c'est une société vraiment en crise profonde, sans compter le fait qu'il reste malgré tout une incertitude sérieuse sur le front nord par rapport au Liban, avec les dizaines de milliers de gens qui ont dû quitter leur pays. Donc tout ceci fait que c'est une société qui est en proie à de profondes souffrances et contradictions. Il faut voir ça aussi. Merci beaucoup Jean-Paul Chaniolo d'avoir été avec nous sur Média. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.